Une situation encore plus dramatique qu'hier puisqu'on l'apprend et c'est confirmé. Une 6e personne est décédée. Ça s'est passé dans le nord de l'île, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, du côté de la commune de Kaala-Gomen. Un homme a tenté de forcer un barrage. Il y a eu un échange de tirs. Une personne est décédée, 2 autres sont blessés. Ça porte le bilan de ces émeutes qui ont commencé lundi dernier à 6 personnes décédées. C'est dramatique et on en parle avec notre invitée Louise Chauchat. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Bonsoir à vous plutôt, puisque vous êtes en direct de Nouméa. Je le précise, vous êtes avocate, vous êtes en direct de Nouméa. Vous aviez voté en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie lors des différents référendums qui ont été organisés dans le cadre de l'autodétermination. D'abord, on parlait d'une situation plus calme a priori cette nuit. Les violences qui ont eu lieu et qui ont causé un nouveau mort, cette fois-ci dans le nord du pays, semblent démontrer le contraire, Louise Chauchat. Les leaders et toutes les personnes en charge, ou en tout cas les personnes qu'on peut entendre du côté indépendantiste et comme du côté loyaliste, ont tous appelé à ce qu'il y ait une situation d'apaisement et à ce que les choses se calment. Il y a des messages très forts de la CCAT qui sont envoyés en appelant au calme et à ce que tous les militants indépendantistes puissent retrouver la voie du dialogue. Donc j'espère effectivement que ce sont des actes qui restent très isolés et que la situation générale s'apaise, effectivement, parce qu'on est tous profondément tristes et déchirés par la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. Alors vous parliez là encore de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, organisation qui milite parmi tant d'autres pour l'indépendance de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, organisation qui avait été qualifiée d'ailleurs de mafieuse par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Comment vous réagissez à cette qualification-là ? C'est tout, le CCAT, c'est tout sauf c'est une organisation extrémiste, comme a pu le dire Monsieur Darmanin. C'est cette cellule de coordination des actions qui regroupe tous les partis nationalistes du FLNKS. Ils n'ont pas une ligne politique différente, ils sont les mêmes et l'État a à nouveau une position qui est extrêmement grave, de criminaliser finalement les interlocuteurs, de les rendre comme les méchants de l'histoire, en décrédibilisant le dialogue, alors que c'était la CCAT qui a organisé toutes les manifestations pacifiques qui ont eu lieu, qui ont précédé les événements. Il y a eu de très grandes marches indépendantistes qui ont été très ouvertes. Il y a un dialogue qui se fait toujours avec les autres. Sincèrement, le message n'est absolument pas celui qui est envoyé. Donc, c'est extrêmement grave aussi que de criminaliser les personnes qui peuvent être les interlocuteurs. Et on se retrouve avec une scission très difficile et de pas comprendre que les choses doivent se faire avec les indépendantistes et que c'est dans ce dialogue-là qu'on réussira à en sortir quelque chose. Il y a une incompréhension du pays qui est difficile. Alors, ceci dit, si on précise les termes, ce ne sont pas les positions indépendantistes ou le discours de la coordination, de la cellule de coordination des actions de terrain qui était qualifiée de violente ou de mafieuse par Gérald Darmanin. Gérald Darmanin et le gouvernement accusent la CCAT, en tout cas certaines organisations indépendantistes, d'avoir, je cite, commandité les émeutes. Est-ce que ces émeutes ont été commanditées par des organisations qui leur ont dit les manifestations ne marchent plus, passez à l'action et commettez des violences ? Il y aura des enquêtes qui seront faites, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas ce que l'on ressent, nous, sur le terrain. On voit effectivement là des milices qui s'organisent, c'est assez particulier. On a des gens qui sont sur des barrages, qui bloquent les routes, qui empêchent les accès. C'est extrêmement difficile que de se retrouver dans un contexte comme ça, et pour l'instant, il faut comprendre que c'est un cri de révolte, c'est une rage envers les inégalités, c'est plus que des émeutiers, c'est quand même un peuple qui se réveille, c'est un peuple qui a envie d'être entendu face à un État qui a rompu la neutralité, qui a rompu le dialogue qui s'est installé depuis plus de 30 ans en Nouvelle-Calédonie, et à partir du moment où on a pu bafouer l'accord de Nouméa et toutes ces règles qui ont été mises en place, pour les Kanaks, c'était extrêmement difficile, et il faut quand même toujours se rappeler qu'on est dans un contexte colonial en Nouvelle-Calédonie et qu'il n'y a pas cette forme de racisme anti-blanc avec des émeutiers. Là, on est vraiment sur la révolte du peuple kanak qui demande son indépendance et qui ne veut pas le faire contre les autres. Il veut le faire avec les autres en trouvant une solution de dialogue et négocié. Mais effectivement, quand ils n'ont pas été entendus, quand ils ont boycotté le 3e référendum et que la France veut reconnaître quand même sur le 3e référendum qu'il y a eu que celui-ci serait légitime, ou encore là, quand ils ont demandé l'élargissement du corps électoral, le message qui
envoyé aux indépendantistes, c'est « nous voulons faire sans vous ». Et faire sans eux, c'est la grossière erreur qui a été commise là et qui fait qu'il y a eu une radicalisation difficile et du contexte. Et en tout cas manifeste. Est-ce que vous comprenez malgré tout ce que vous dites depuis Nouméa, hein, vous êtes en direct de la ville, soit difficile à entendre pour vos compatriotes de métropole, parce que 3 référendums pour l'indépendance ont été organisés, pas 1, pas 2, mais 3 en vertu des accords de Matignon. Les 2 premiers référendums ont consacré la victoire du non à l'indépendance. Tout le monde a pu y voter, y compris les Kanaks indépendantistes. C'est pas le cas d'ailleurs de forcément tous les Kanaks. Le 3e a été boycotté. L'accusation qui revient souvent, c'est que les organisations indépendantistes l'ont boycotté parce qu'elles s'attendaient à le perdre. Est-ce que vous comprenez quand même que ces arguments-là soient recevables à première vue depuis la métropole ? C'est difficile à expliquer, mais c'est ce que je vous disais sur le fait qu'il faut se souvenir qu'on est face à un peuple kanak, sur le peuple kanak qui a un droit inné à l'indépendance et que cela a été reconnu. Donc il pourrait y avoir plusieurs référendums, il peut y en avoir encore d'autres. Ils auront toujours ce droit qui est reconnu en droit international à pouvoir réclamer et demander leur indépendance. Et tant que le pays n'est pas reconnu par l'Assemblée des Nations Unies comme étant un pays décolonisé, pour l'instant, ça restera un peuple qui peut réclamer son indépendance. Tout le monde a le droit de la réclamer en vertu de l'autodétermination. En plus, le droit à l'autodétermination a été consacré par un référendum dans toute la France à la fin des années 80. En revanche, on a l'impression, et je parle encore d'une impression parce qu'on est loin de la Nouvelle-Calédonie, que concrètement, il pourrait y avoir des violences régulières en Nouvelle-Calédonie jusqu'à ce que finalement, par hasard presque, un référendum consacre la victoire du oui alors qu'il l'a consacré. Jusqu'à ce que la situation puisse être réglée, parce que rien ne pourra se faire avec un passage en force. Et il faut dialoguer, et pour dialoguer, il faut dialoguer autour de la décolonisation et autour de l'indépendance du pays. Pour moi, et ce qui est impératif à faire, c'est tout d'abord qu'il faut arriver à reconnaître la reconnaissance des 2 signes identitaires dans ce pays, qui sont le double drapeau et le drapeau FLNKS. C'est extrêmement important. Il faut ensuite reconnaître le fait colonial et il faut reconnaître qu'on est dans un processus de décolonisation. Et une fois qu'on a déjà intégré ces concepts-là, il faut effectivement signer un accord et négocier et dialoguer. J'ai vu qu'il y avait la mission de dialogue qui devait effectivement se réunir, dialoguer mais autour d'un accord d'indépendance et dans lequel on pourra effectivement moduler l'indépendance. Et là, choisir si c'est un partenariat, un État associé, et là, voir les degrés de discussion et ce qu'il peut y avoir. Mais ça ne peut se faire qu'en acceptant que les Kanaks ne renonceront jamais à leur indépendance et à la reconnaissance qu'ils ont été un peuple colonisé. Et si on ne comprend pas ça, on peut pas comprendre ce pays. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir organisé des référendums sur l'indépendance alors même que on considère que le droit à l'indépendance est inaliénable même lorsqu'une minorité d'électeurs vote en sa faveur ? Alors, les Kanaks, il faut se rappeler que sur les accords qui ont été conclus, Jean-Marie Tjibaou, qui était un leader indépendantiste, voilà, celui qu'on voit sur la poignée de main avec Jacques Lafleur, est mort pour avoir tendu la main, pour avoir ouvert finalement le corps électoral aux autres, ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire, et que il y a eu tous ces pas qui ont été faits et que c'est ce qui nous a assuré la discussion et d'arriver à tout ça. Et donc on peut pas considérer effectivement que les pas n'ont pas été faits, l'ouverture n'a pas été faite. Il faut arriver à se sortir de là pour continuer cet accord, continuer ce pari de l'intelligence, de savoir que les autres peuvent rejoindre les Kanaks sur la voie de l'indépendance et après sous la forme qu'il sera effectivement décidé tant par les Kanaks que par l'État français dans un accord de décolonisation, à mon sens. Dernière question que je vous pose et je vous remercie d'être toujours avec nous, Louise Chauchat, je le rappelle, en direct de Nouméa. Est-ce qu'à terme, quand même, il ne faudra pas accorder le droit de vote à tous les habitants qui habitent en Nouvelle-Calédonie actuellement? Alors on parle d'Européens comme si on était encore dans l'Algérie coloniale, mais il n'y a pas que des Européens d'ailleurs qui ne sont pas Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Il y a des milliers de Wallisiens qui viennent de Wallis et Futuna par exemple. Est-ce que tous ces gens qui sont arrivés sur place sans qu'on leur demande d'aller repeupler un territoire colonial, un jour auront le droit de vote ?
la discussion s'ouvrira et devra être discutée. Effectivement, les Kanaks n'ont jamais été fermés dans le cadre des accords qui ont été proposés. Une fois qu'on a considéré qu'ils étaient nos égaux avec qui on pouvait parler, effectivement que la clé est sur un accord entre les Kanaks et l'État, qu'après dans ce nouvel État qui sera un accord associé de partenariat, il puisse y avoir des citoyennetés, qu'on devienne citoyen de la Nouvelle-Calédonie si effectivement on y reste et qu'on puisse voter. Et comme dans tout pays et comme notamment dans les pays anglo-saxons, cela a été très bien fait pour rester sous la couronne. Il y a énormément d'États associés chez les anglo-saxons, beaucoup moins en France. Ça. Effectivement. Merci en tout cas, Louise Chauchat, pour cet éclairage depuis Nouméa. En direct, il est quelle heure chez vous d'ailleurs ? Là, 18h. 18h, bah écoutez, bonne soirée à vous en tout cas. Merci à vous, c'était important qu'on puisse vous entendre tout le monde à la parole sur Sud Radio et on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas si on n'entend pas tous les points de vue. Soyez prudentes surtout, Louise Chauchat, vous tous comme tous ceux qui sont sur place en ce moment, puisque je le rappelle, les violences continuent avec un 6e mort malheureusement cette nuit. Et cette nuit, quand je dis nuit, c'était l'heure de la métropole à 3h30, c'était dans la journée malheureusement dans le nord de l'île, en Nouvelle-Calédonie.